Amis internautes de Seneweb News, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un acteur de la politique en Guinée. Il s'agit de Cherif Mohamed Abdallah Haidara, qui est le président du GOHA, GOHA qui est le groupe organisé des hommes d'affaires en Guinée. Cherif qui est également membre du FNDC. Bonjour Cherif. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci. Merci d'accepter l'invitation de Seneweb. C'est avec un grand plaisir que je viens vous rendre visite à votre siège ici. Et j'avoue que Seneweb, c'est un site internet, c'est un organe de médias que nous apprécions beaucoup et depuis des années. C'est un grand plaisir pour moi. Alors, avec vous, nous allons parler de la situation en Guinée. Donc, vous êtes actuellement à Dakar, où vous résidez depuis pratiquement le mois de janvier. Justement, quelles sont les raisons de votre séjour prolongé? Principalement, c'est la raison de sécurité. J'étais menacé avec ma famille, menace de mort, par rapport à notre engagement pour défendre notre constitution en tant que membre et en tant que leader aussi. Je suis l'un des leaders du FNDC. Tous les marches pacifiques du FNDC, nous avons participé et nous avons prononcé aussi des discours pour demander aux autorités guinéennes, notamment à M. Alpha Condé, de ne pas tripaturer la constitution, de ne pas chercher à changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir pour un troisième mandat. Donc, l'effet de ça, peut-être c'est à cause de tout ça qu'ils m'ont visé pour essayer peut-être en première position de me kidnapper ou alors un assassinat carrément, ou alors de me mettre en prison comme les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier, le premier jour que le coordinateur du FNDC a été arrêté, leur dernière réunion, c'était à mon bureau, au siège du Goa. Nous avons fait une réunion là-bas. C'est le jour-là que le Goa a pris sa place au sein du FNDC, parce que nous ne disons pas sa adhésion. Nous avons pris notre place au sein du Forum national pour la défense de la Constitution. Et la police était même jusqu'à mon bureau. C'est ce jour-là, le lendemain, qu'ils ont arrêté une grande équipe, justement, des membres du FNDC. Donc j'étais particulièrement visé. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont épargné ce jour-là, ou bien c'est parce qu'ils avaient peur de réaction des opérateurs économiques, parce que je suis président d'une organisation qui regorge les 95% des opérateurs économiques guinéens qui exercent sur le terrain. Donc tout le monde connaît la capacité de notre organisation sur le terrain. Donc je pense que c'est ce qui a fait qu'ils étaient réticents au départ, mais ils ont cherché par d'autres moyens. Et nous avons reçu des informations comme quoi notre sécurité a été menacée par des amis sires. Et voilà, nous avons pris des dispositions pour venir à Dakar, pour se mettre à l'abri. En attendant. Justement, pour parler de ces menaces, est-ce que c'était des menaces verbales, écrites? Comment ça s'est manifesté? Il y avait des menaces parce qu'il y avait des véhicules qui rôdaient régulièrement à côté de mon bureau et à mon domicile. Et parfois, il y a des motos qui me suivent. Et je suis trop attentif par rapport à ma sécurité parce que je ne fais pas confiance justement à Alpha Condé et son équipe. Et donc, j'ai remarqué des motos, des fois des voitures qui me suivaient et qui rôdaient à côté de mon domicile. Et j'ai reçu aussi des informations, parce que vous savez, partout vous avez des amis sires. J'ai reçu des informations de partout à travers certaines représentations diplomatiques. Nous avons reçu des informations à travers certaines organisations de défense des droits de l'homme. Nous avons reçu certaines informations à travers des journalistes amis et des agents de sécurité eux-mêmes. Donc, il y a quand on fait des actions nobles sur le terrain, vous avez de l'estime des gens. Ils vont vous informer parce qu'ils ne veulent pas que le mal vous arrive. Ce qui fait que nous avons pris... Vous êtes dans le viseur du pouvoir guinéen. Hein? Vous êtes dans le viseur du pouvoir guinéen. Ah, nous pensons oui, parce que nous défendons la Constitution. Nous ne voulons pas que le président Alpha Condé s'éternise au pouvoir, parce qu'il a géré à des reprises dans la Constitution de notre pays. À des reprises, et puis voilà, il veut changer la Constitution pour s'éterniser. On va parler du troisième mandat malgré à la fin son de cet âge. entretien. Justement, donc, toujours par rapport à Alpha Condé, le collectif pour la transition en Guinée a annoncé une plainte au niveau de la France contre le président Alpha Condé, son fils et deux autres personnes. Justement, est-ce que vous avez suivi cette affaire? Oui, je lis ça à travers les médias. J'avoue que je les encourage beaucoup. Parce que les marchés de gré à gré,
je suis homme d'affaires, je suis très bien placé pour comprendre ça et connaître la réalité du pays. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé dans notre pays, nous sommes nettement ségrégés. Nettement ségrégés. Moi que vous voyez, quand on voit un dossier dans le ministère mon nom est mentionné, le dossier, on le met carrément dans le tiroir. Et ce n'est pas mon cas seulement, c'est des milliers de Guinéens comme ça. Quand tu oses dire la vérité, quand tu défends la vérité, quand tu défends le droit, quand tu connais ce que tu fais, tu es marginalisé. Et il y a trop de problèmes de régionalisme, malheureusement, depuis son arrivée. Il ne faut pas oublier, depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, nous avons enregistré nous-mêmes au sein de notre organisation, en tant qu'organisation de promotion et de défense des droits des opérateurs économiques, plus de 1600 opérateurs économiques victimes de destruction de leurs biens et plus de 220 milliards de pertes. Et récemment, là, nous avons enregistré plusieurs cas. Nous sommes aux alentours de 2000 opérateurs économiques victimes de destruction de leurs biens et des incendies de marché. Tout ça là, vous voyez ce que ça donne, l'environnement que ça donne. Nous sommes ségrégés, c'est des marchés de gré à gré. Quand tu n'es pas du RPZ, tu n'as pas de marché. On parle de, comment dirais-je, je ne sais même pas. Tu ne viens pas cirer les chaussures des ministres, tu ne viens pas dire au président que tu le soutiens, tu es derrière lui, c'est ça des choses, tu n'as pas de marché. C'est-à-dire que nous vivons dans une situation extrêmement compliquée. C'est du jamais vu en Guinée. Par contre, les régimes militaires, parce que le GOA était là pendant les régimes militaires, les régimes militaires nous respectaient. Moi, je n'ai jamais été au bureau du général Lansana Conté, par exemple. Mais s'il me voyait à travers la télévision ou à travers les médias, je réclame quelque chose ou je dénonce quelque chose, 2-3 jours après, je vois le changement sur le terrain. Ça, c'est pendant le régime du général Lansana Conté. Pourtant, c'était militaire. Capitaine Dadis, malgré tout ce qu'on dit, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, sa première sortie, c'est moi-même qui ai invité Capitaine Dadis au palais. Nous avons organisé une conférence sur la sécurité des investissements. Depuis le jour-là, aucun militaire n'a menacé un opérateur économique dans tous les marchés de la République jusqu'à ce que Dadis a quitté le pouvoir. Lorsque le général Konaté est arrivé au pouvoir, j'ai eu à dénoncer beaucoup de choses parce qu'il y avait des hommes en tenue qui rentraient dans les marchés, qui harcelaient les commerçants, des hommes habillés avec des grenades, Kalachnikov, couteaux. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous cherchez dans les marchés? Lorsque j'ai dénoncé ça, le général Konaté aussi a pris un décret, il a mis fin à ça. Depuis lors, vous ne verrez pas des hommes en tenue militaire, police, gendarmes habillés en tenue rentrer dans les marchés pour harceler les commerçants. Mais Alpha Condé ne m'a jamais écouté. Il n'y a pas de respect. Tu ne sors pas pour mettre des mouchoirs jaunes ici pour applaudir pour lui. Vous n'êtes pas ensemble. Et nous, on ne le ferait pas. Parce que nous ne sommes pas dans la politique politicienne. Nous sommes des opérateurs économiques. On n'a pas de temps à perdre. Mais là, actuellement, en intégrant le FNDC ou bien en étant l'un des leaders du FNDC, vous êtes quand même dans la politique. Oui, on est obligé de faire la politique avec Alpha Condé. Parce que si on ne fait pas la politique est en train de nous faire. Parce qu'il est en train de nous malmener dans tous les domaines. C'est pourquoi j'ai parlé de tout ce que j'ai dit là. Il est en train de nous faire la politique. C'est pourquoi nous sommes obligés de faire la politique politicienne. Nous avons invité tous les opérateurs économiques parce que c'est notre droit. Il veut changer la constitution. Il a géré des fois. Nous, on ne veut pas qu'il s'éternise au pouvoir parce qu'il est en train de nous faire du mal. Nous, on ne veut pas qu'il s'éternise au pouvoir parce que le principe de la démocratie, si ça, ce n'est pas respecté dans un pays, on ne peut jamais avoir de développement crédible. Tout président qui arrive, s'il sait que c'est 2 mandats qu'il doit faire et qu'il ne peut pas dépasser les 2 mandats, il fait le premier mandat, s'il ne fait pas bien, mais les gens ne voteront pas pour lui pour le 2e mandat, ils vont le chasser. Donc ils sont obligés de donner un résultat. Si le résultat est là, tu peux avoir un 2e mandat, mais après, si tu veux que ton parti politique continue, tu présentes quelqu'un d'autre, il vient après. Si les gens te font confiance à ton parti, tu vas continuer. Sinon, on va te mettre de côté, on va voter pour quelqu'un d'autre. Mais à l'heure actuelle, c'est des coups d'État civils qu'on est en train de faire. Parce que ce qu'Alpha Condé a fait, ça c'est un réel coup d'État. C'est-à-dire? Quand vous tripatouez la Constitution, vous voulez vous éterniser au pouvoir. Alors que vous avez géré à 2 reprises sur une Constitution. Vous voulez changer cette Constitution. Ça ne marchera pas. On ne reculera pas. Ça, je suis membre du FNDC, je suis l'un des leaders du FNDC. Nous allons continuer jusqu'au bout. Alors permettez-moi une petite entorse. Donc, par rapport au contexte global en Afrique de l'Ouest, on a vu, pour le cas du Sénégal, on a parlé d'un 3e mandat éventuel du président Macky Sall.
Pour le moment, c'est ni oui ni non. On ne sait pas encore. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, hier, Alassane Ouattara a officialisé sa candidature. Pour le cas de la Guinée, donc, vous en avez parlé. Justement, qu'est-ce qui arrive à l'Afrique? Il y a une nette différence entre les 3 chefs d'État dont vous avez cité. Moi, jusqu'à hier, j'avais nettement confiance en M. Ouattara et je l'ai toujours défendu. Mais la façon dont il a procédé hier m'a déçu. Parce que c'est son parti qui l'a investi, il a dit oui. Ça n'a rien à voir. C'est comme ça qu'ils font. Alpha Condé aussi, il dit justement, que c'est son ça parti. que j'allais dire. Ouais. Ils ont dépensé des millions et des millions l'argent des contribuables guinéens pour rien. Il fallait seulement dire je continue. Au lieu de dépenser de l'argent, au lieu de nous faire perdre de temps. Au lieu de tuer plus de 200 personnes. Tous ces assassinats, toutes ces destructions de biens. Il fallait seulement nous dire, je continue. Je m'en fous de ce que vous pensez, je m'en fous de la démocratie, je continue. C'est nettement différent entre les 3 chefs d'État. Le président sénégalais, c'est sans démagogie, je le fais confiance. Jusqu'à preuve du contraire, moi je le fais confiance. Je sais que c'est un homme réfléchi. Il ne parle pas beaucoup, il fait des actions. Ce n'est pas de la démagogie, hein. Je ne suis pas dans ça. Je le connais à distance. Je l'ai connu à l'université Cheikh Anta Diop, je pense dans les années 87-88. Mais depuis lors, je ne l'ai pas vu en face. En ce moment, il était dans le parti, je crois, de Maître Abdoulaye Wade, qui était dans l'opposition. Vous comprenez? Depuis lors, on ne s'est pas vu. Mais je le regarde à distance. Je sais que c'est un homme réfléchi, il ne va pas rentrer dans certaines choses, je le fais confiance. Mais c'est le cas de M. Ouattara. Moi, j'ai eu beaucoup d'estime pour ce monsieur. Pour vous dire franchement. Je ne voulais pas qu'il continue. Parce que ça peut créer des problèmes. Là, ça peut créer des problèmes au pays. Vous êtes déçu actuellement? Oui. C'est ça la vérité. Le bureau du procureur du CPI a été saisi donc, par votre instance en vue d'éventuelles poursuites contre les auteurs des actes de répression que la Guinée a vécu dernièrement. Justement. Je félicite très 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 fort la coordination des FNDC. De ce côté-là, ils ont été très efficaces et j'encourage aussi les avocats du FNDC de continuer. Parce que sinon, c'est le mal qui va continuer. Comment on peut continuer à assassiner des jeunes? Il y a un cimetière encarré à Bambeto. Carrément, il y a plus de 100 jeunes qui sont enterrés là. Tout ça là, à cause d'un vieux de plus de 82 ans. On parle qu'Alpha a 82 ans, mais c'est un Africain. Il peut avoir 90 ans, on dit que c'est 82 ans. Parce que tout le monde sait que les Africains changent de l'âge. Un vieux comme ça, à cause de lui, il y a tous ces assassinats. Je suis vraiment déçu. C'est pourquoi nous encourageons les avocats du FNDC et la coordination du FNDC de pousser au plus grand maximum pour que tous ceux qui ont assassiné des Guinéens soient transférés au Cour pénal international pour qu'ils soient jugés. Parce que s'il n'y avait pas ces justices-là, nous tous, on n'allait pas vivre aujourd'hui. C'est parce que les chefs d'État ont peur de la Cour internationale, c'est ce qui fait, c'est ce qui limite les dégâts. Ça, je vous le dis, hein. Nous encourageons vivement les avocats du FNDC, nous les félicitons pour leur engagement. Nous pensons qu'ils vont aboutir et très vite. Donc là, vous menez la bataille sur plusieurs fronts, une plainte à Paris, vous saisissez la CPI, également vous êtes actif. Ce sont des citoyens guinéens aussi, des ressortissants guinéens de la diaspora qui ont engagé des procédures. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Écoutez, qui peut faire réellement des activités économiques en Guinée sans parler de nous? Personne. Moi, je dirige une organisation qui est là. Ça fait 17 ans. Le seul guide sur les investissements en Guinée, mais c'est le GOA qui a fait. Ça a été préfacé par un chef d'État. Le guide sur les exercices du commerce, c'est le GOA qui a fait. Le guide sur le contrat de travail, c'est le GOA qui a fait. Tout ce que vous voyez là, le problème politique, problème économique, nous avons intervenu dans beaucoup de choses pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans le pays, pour qu'il n'y ait pas la division ethnique. Parce que tant qu'il n'y a pas la paix et la sécurité, on ne peut pas parler des activités économiques. C'est quand tu es en paix, tu es en sécurité, que tu peux imaginer comment c'est l'argent. Ce qui fait qu'en 2007, nous avons bénéficié de grandes félicitations de l'ensemble des syndicats et des patronats et presque toute la société civile guinéenne. Ils nous ont écrit des courriers officiels et ils se sont transportés au bureau de Goa pour reconnaître quand même les activités que le Goa a menées en 2007 pour que la paix règne entre les Guinéens pour ne pas qu'il y ait de division ethnique dans le pays. Parce que les politiciens nous mènent toujours à ça, cherchent toujours à diviser les Guinéens pour des raisons
qui les regardent mais nous n'accepterons pas. Je pense que la Guinée, les gens ont compris que les vieux politiciens là ne nous mènent nulle part. Regardez aujourd'hui en Haute-Guinée, c'est des manifestations partout parce que les jeunes ont compris. On ne peut pas vivre des promesses, c'est pas possible. Il n'y a ni eau, ni électricité, ni sécurité. On parle que la Guinée est château d'eau de l'Afrique occidentale. Mais le château est en Guinée, les robinets sont loin. Peut-être les robinets se trouvent au Niger, même pas au Sénégal. Tous les grands fleuves de l'Afrique occidentale prennent leur source en Guinée. On n'a pas de l'eau à boire. Ça, c'est une grande honte. On dit qu'on est dirigé, il a fait 10 ans. 10 ans. Moi, dans mon domicile à Kipé, ça fait 17 ans. L'eau n'a pas traversé dans les robinets. Ce sont des forages qu'on a mis nous-mêmes, que nous dépensons nous-mêmes, notre argent. Et c'est la réalité du pays. Justement, qui va nous parler de développement? Qui va nous parler de s'éterniser au pouvoir avec ces vieux qui ne comprennent absolument rien? Justement, qu'est-ce qui cloche avec les leaders guinéens, justement? Je n'ai pas compris. Où se trouve le problème au niveau des leaders guinéens? Parce que vous n'êtes pas satisfait de Condé, vous n'êtes pas satisfait de ses prédécesseurs. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Bon, vous savez, les prédécesseurs n'ont rien foutu. Parce que sinon, c'est le résultat. Sinon, il allait avoir des résultats. Vous savez, la chance qu'ils ont eu, c'est que quand tu ne connais pas le courant, tu ne vas pas manifester pour l'électricité. Quand l'électricité manque un peu à Dakar ici, vous allez voir le résultat. Parce qu'à Dakar, on ne connaît pas ça. Vous comprenez? Mais à Conakry, avec ces tours-là, vous voyez ça? Ils ont dépensé plus de 3 milliards de dollars pour l'électricité, sans résultat. Plus de 2 milliards et quelques pour les routes. Regardez aujourd'hui entre Conakry et Mamou. Les gens font parfois 3 jours. 3 jours. Combien de kilomètres? Et déjà, l'argent est dépensé. On est en train de faire d'autres dépenses. C'est 260 km. Juste 200. Ça n'était même pas 260. 250 km. Et c'est la route principale. La route nationale, pour ne pas dire la route internationale. Vous comprenez? Maintenant, pour parler de la relève en Guinée, qu'est-ce que vous voyez actuellement comme potentiel successeur de Alpha Condé? Et quelles sont vos relations avec... Tous les Guinéens peuvent remplacer Alpha Condé, parce que Alpha Condé ne paie rien plus que tous les Guinéens. Rien, absolument. Tous les Guinéens peuvent remplacer Alpha Condé. Quelles sont vos relations? Il n'y a pas un seul Guinéen qui ne peut pas remplacer Alpha Condé. C'est lui qui le passe, c'est des faux problèmes. Qu'est-ce que Alpha Condé a fait dans sa vie réellement? Réellement, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous repose la question. Oui, on dit qu'il est opposant historique. Est-ce que la politique, c'est une profession? C'est ce que j'avais dit au général Konaté lorsqu'il était président. Il m'a appelé entre les 2 tours, j'étais à la baie. J'étais parti passer le carême en famille, le mois de Ramadan. Il m'a appelé, il m'a demandé mon opinion par rapport à la situation entre les 2 tours. Je ne vais pas divulguer tout ce que je lui ai dit ce jour-là, mais je lui ai dit la vérité. Je pense que s'il me regarde, et le jour qu'il va me regarder, il va comprendre que ce jour-là, je lui ai dit la vérité. Parce que Sellou avait 40 et quelques % à l'époque. Moi, je ne suis pas politicien. Je n'ai jamais fréquenté le siège d'un parti politique. Sellou avait 40 et quelques %, Alpha 18%. Vous comprenez? Comment ça peut changer un résultat entre les 2 tours et que l'autre devienne président? Alors que c'est lui qui est venu en 3e position soutenir le 2e. C'est en Guinée seulement qu'on voit ça. Et c'est le résultat de ça qu'on est en train de vivre. C'est tout sauf élection. Si le peuple ne te fait pas confiance, tu forces la situation, tu n'auras jamais de résultats. Et c'est le cas d'Alpha Condé. Le peuple ne le fait pas confiance. Du tout, hein. Et quelles sont vos relations avec Cellou Dalein Diallo? On n'a pas de relation particulière. Son papa connaissait avec mon papa. C'est tout, hein. Moi, je continue mes business. De temps en tant que grand frère, je passe le dire bonjour. Tout comme Sidia, tout comme les autres. Mais c'est Sidia et les autres. Ils sont tous des amis, je les considère comme des grands frères. De temps en temps, je passe dans leur bureau pour leur dire bonjour. Hein. Pas au siège, parce que le siège des partis politiques, je n'ai jamais été. La seule fois que je me suis assis autour d'une table avec des politiciens pour discuter, c'est au sein du FNDC. Ils le savent tous. Vous comprenez? Malgré ça, dès que je prononce un discours, vous voyez les représentants de certains partis politiques, hop, il est derrière Sellou, il est dit l'IFDG, il est ceci et cela. Il suffit que tu sois de l'abbé et que tu sois de teint clair, malheureusement, on va te taxer tout de suite de régionalisme. Vous comprenez? Malheureusement que c'est comme ça que le pays fonctionne. Mais ça, c'est des petites personnes qui n'ont rien dans la tête, qui cherchent à diviser les Guinéens. Ça ne marchera pas. Ça, c'est terminé. Parce que là, tout le monde a compris ce qui se passe.
Est-ce qu'il fait, comment dire, figure d'alternative à Alpha Condé ou pas? Je n'ai pas compris. Cellou Dalein Diallo. Est-ce qu'il peut faire une alternative? Est-ce qu'il peut constituer une alternative? Je vais vous dire quelque chose. Je ne parle pas de M. Cellou Dalein seulement ou de M. Sidia ou de notre leader. Je vous dis que tous les Guinéens sont valables, nettement valables pour remplacer M. Alpha Condé. Mais de toute la classe politique guinéenne, il y a quand même des personnes qui émergent. Oui, ils sont tous valables. Hein. Ils sont tous valables. Moi, je comprends ça comme ça. Hein. Je le vois comme ça. C'est des bons cadres, respectés. C'est des gens qui respectent tout le monde. Et je pense que si l'un parmi eux arrive au pouvoir demain, ça peut faire un changement réel sur le terrain. Et c'est des gens qui ont des familles là, qui se soucient des Guinéens, qui comprennent la réalité du pays. Mais si Alpha Condé ne connaît pas bien la Guinée, même s'il est né là-bas. À l'âge de 15 ans, il était déjà en Occident. Il était déjà parti. C'est lorsqu'il a voulu le pouvoir qu'il est revenu en Guinée. Comment lui, là, il peut faire quelque chose pour le pays? Rien. Il ne connaît pas. Ce n'est pas comme nous. Nous, on a souffert sur le terrain. On est en train de souffrir avec la population. Vous comprenez? Si vous regardez le cas même des Guinéens qui étaient bloqués au Sénégal ici, j'ai fait plusieurs démarches avec eux. J'ai mis des pressions au plus grand maximum. C'est pourquoi il y a 4 vols qui est venu le chercher à Dakar. Et j'ai dit que nous n'allons pas croiser les bras jusqu'à ce que tous les Guinéens à travers le monde rentrent au pays. Sinon, nous allons mettre les femmes en mouvement dans le pays. Ça, c'est clair. Et je pense que les autorités du pays ont compris ça, ils ont entendu ça, ils sont en train de ramener les Guinéens. Et j'ai dit aux Guinéens, ça, ce n'est pas pour dire que Messi tel a fait tel, c'est l'argent de l'État qu'ils sont en train de prendre pour louer des avions et faire rentrer des Guinéens. Malgré que ça a pris beaucoup de temps, ils ont fait ça tardivement, ils ont laissé les Guinéens souffrir, mais c'est l'argent des Guinéens qu'ils sont en train de dépenser. On n'est pas là pour flatter qui que ce soit. Ce n'est pas Alpha Condé, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un directeur. C'est notre argent, nous, notre contribution, nous. Ils sont obligés de le faire. Obligatoirement, ils vont le faire. Parce que s'il reste un seul Guinéen vient se plaindre à moi, Inch'Allah, je vais mettre la pression au plus grand maximum. C'est pourquoi j'ai alerté le peuple de Guinée pour ça. Et ils sont prêts. Justement, on arrive au terme de cet entretien. Donc, je l'ai dit tantôt au début, vous êtes donc à Dakar. Est-ce que vous vous considérez comme un exilé? Oui. Ou vous songez à retourner en Guinée? Parce que tant que ma sécurité n'est pas sûre en Guinée, je ne peux pas retourner m'exposer à des assassinats ou à des kidnappings. Je ne peux pas. Vous comprenez? Ma sécurité est nettement menacée. Donc, ce qui fait que je suis là. Malheureusement, je n'ai pas eu d'abord d'interlocuteur pour rencontrer les premières autorités de ce pays. C'est mon souhait de rencontrer les premières autorités du Sénégal. Est-ce que vous avez des attentes par rapport au Sénégal? Bon, du tout, hein. Tout. Parce que quand on vient dans ces conditions-là, dans un pays, on attend tout. On attend d'être soutenu et par l'État et par les citoyens. Vous avez un message à adresser au président Macky Sall? Absolument. J'aimerais le rencontrer parce que j'aimerais le rencontrer, discuter avec lui tête à tête. En tant que frère et en tant que grand frère. C'est mon grand frère. J'aimerais le rencontrer, discuter avec lui tête à tête. Pour des intérêts de tous ces pays. Et le remercier aussi, je vais profiter pour le remercier parce qu'en 2000, pendant la période d'Ebola, je l'ai écrit un courrier pour l'ouverture des frontières, pour des transports, des essences de marchandises. Il est allé au-delà de notre demande, il a ouvert les frontières. Nous n'avons pas manqué à l'époque de le remercier pour ça à Conakry, lors d'un point de presse que nous avons organisé spécialement pour ça à Conakry. À l'époque d'ailleurs, il y avait une forte tension. Toutes les émissions interactives que vous écoutez, vous allez entendre des militants des partis politiques crier, insulter même des Sénégalais à Conakry. C'est moi qui ai mis fin à ça. J'ai contacté l'ambassade qui était là, l'ambassadeur qui était là. Il est vivant, il est quelque part ici. Je ne vais pas citer son nom. Quand c'est nécessaire, je dirai. Donc, je l'ai contacté. J'ai envoyé la lettre pour le président du Sénégal. C'est lui-même qui a transmis la lettre au président. Et quelques jours après, nous avons constaté 45 camions de remorques déjà rentrés en Guinée. J'ai dit, bon, je vais informer la population. Ils ont laissé la frontière. Il y a un journaliste qui m'a demandé lors de la conférence de presse, il dit, Chérif, vous vous prenez pour qui? L'État du Sénégal n'a pas annoncé officiellement qu'ils ont ouvert la frontière. L'État de la Guinée n'a pas annoncé officiellement. J'ai dit, les 45 camions qui sont rentrés là, personne ne peut les prendre et les mettre dans la poche.
Je sais que la lettre est arrivée à Dakar, est arrivée au président Macky Sall et j'ai vu le résultat. Donc moi, mon devoir, c'est de le remercier parce qu'il nous a respectés. Il a accepté ce que... De toute façon, nous, c'est le terrain. Les activités économiques, les essences dans la sous-région, c'est nous. Le peuple, c'est nous. Donc si nous, on dit à un chef d'État, fais ça, il ne fait pas, c'est qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Sinon, il va faire. Okay. Sauf si c'est un président qui veut faire souffrir soit son peuple ou d'autres peuples. Sinon, si on leur demande quelque chose, ils vont accéder à notre demande automatiquement. Parce que nous, on ne vient pas pour demander, il faut me nommer par-ci, il faut me faire par-là, il faut faire ceci et cela. Non. Dernière question, quel est votre message à l'endroit du peuple de Guinée et surtout de la diaspora guinéenne qui nous regarde? Mon message à l'endroit du peuple de Guinée, c'est de dire non à M. Alpha Condé. Il ne doit pas être candidat parce qu'il a déjà fait les 2 mandats et il a géré sur la Constitution pour faire 2 mandats. C'est au peuple de Guinée de se préparer pour le barrer la route. Et à toute la diaspora guinéenne, on va barrer la route à Alpha Condé. Le 3e mandat ne marchera pas. Engageons-nous et on va aller jusqu'au bout. Ça ne marchera pas ni de près ni de loin. Moi, je suis engagé et je demande à l'ensemble des peuples de Guinée de s'engager. Ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur de la Guinée, c'est la résistance. Alpha n'a qu'à partir. Il a déjà 82 ans, il ne connaît pas la réalité du terrain, il est déconnecté, il est vieux. Donc c'est fini, il n'a qu'à partir. Voilà, merci beaucoup Chérif Mohamed Abdallah Haïdara d'avoir été l'invité de Seneweb. Seneweb vous remercie beaucoup pour le déplacement. À moi de vous remercier, c'est un grand plaisir pour moi.